Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Burkina Faso a désormais un nouveau Premier ministre. Il s'agit du lieutenant-colonel Zida. Certains observateurs voient en cette nomination le signe que l'armée entend conserver toute son influence dans le jeu politique burkinabé. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, un forum qui vise à impliquer davantage les jeunes entrepreneurs dans l'effort de développement. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations 2015 se jouera en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. Un choix stratégique puisque doté d'infrastructures de qualité, le pays a l'habitude d'accueillir des événements titanesques. Le lieutenant-colonel Zida nommé Premier ministre de la transition au Burkina Faso. Il a été désigné ce mercredi par décret du nouveau président de la transition, Michel Kafondo. Déjà annoncé par plusieurs de ses proches, cette nomination ne faisait quasiment plus aucun doute. Ibra Tindiaye. Au lendemain de la prestation de serment du nouveau président de la transition, Michel Kafondo, le Burkina Faso vient de franchir une nouvelle étape avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. En effet, le lieutenant-colonel Isaac Zida vient d'être nommé chef du gouvernement ce mercredi 19 novembre. Une nomination qui ne semble pas être une surprise du côté de Ouagadougou. Tout semblait indiquer que c'est lui qui allait être nommé. Les rumeurs se sont faites très persistantes ces derniers jours, depuis la désignation du nouveau président, Michel Kafondo, au poste de président de la République. Donc les rumeurs, en fait, se sont confirmées. Qu'est-ce qu'il peut bien apporter? Disons que laissons l'avenir se faire. Il reste, lorsque vous échanger avec une frange de l'opinion, notamment la frange jeune, il y a un peu une sorte d'arrière-goût amer dans ce processus, parce que dans l'esprit des citoyens, la parenthèse militaire devrait être fermée totalement. Mais je crois comprendre que, en fait, c'est une parenthèse qu'ils veulent fermer progressivement. Ils veulent éviter une rupture totale, qui peut aussi créer peut-être d'autres problèmes au sein de l'armée. Mais à mon avis, bon, il est trop tôt pour dire de quoi est-ce qu'il peut être capable. Laissons-le à l'épreuve et on appréciera. Ce qui est important, c'est que nous maintenons la veille citoyenne. Le président de la transition, Michel Kafondo, a été désigné par consensus ce dimanche 16 novembre 2014. Il a été élu par un collège de 23 membres, en majorité des civils. Mais la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida est aux yeux de certains Burkinabés un renvoi d'ascenseur en direction de l'armée. Bon, il y a des coïncidences troubles, un peu, évidemment, mais je n'ai pas d'éléments. Mais ce qui est un fait constant, c'est que Michel Kafondo a été un candidat proposé par les militaires. Mais il a fait consensus au sein du collège de désignation. Est-ce que il y aurait eu un deal entre lui et les militaires? Je ne souhaiterais pas m'avancer jusqu'à ce niveau. Je pense que dans un processus comme le nôtre, ce qui est important, ce n'est pas tant les individus, mais c'est ce que les individus sont capables d'apporter dans le processus. Donc, attendons de voir. Ils auront leur 100 premiers jours. On pourra en ce moment faire un bilan objectif. Maintenant, j'ai une inquiétude. Est-ce que la communauté internationale va accepter? Le nouveau chef du gouvernement, Isaac Zida, doit transmettre symboliquement ses pouvoirs au président de la transition, Michel Kafondo, lors d'une cérémonie ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. La composition du nouveau gouvernement devrait être annoncée ce jeudi 20 novembre. En Côte d'Ivoire, le message des militaires a été entendu. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement qui promet une série de mesures pour calmer leur mécontentement. Rappelons que ces derniers ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour dénoncer des arriérés de salaire qui remontent pour certains à plusieurs années. Le point avec Marina Vanier. Grogne dans les rangs de l'armée ivoirienne. Des militaires en colère pour des arriérés de solde datant de 2009 ont investi ce mardi 18 novembre les rues de plusieurs grandes villes de Côte d'Ivoire. Partie de Boaké, centre du pays, la manifestation s'est étendue dans plusieurs villes, notamment à Bengourou à l'est, mais aussi Korogo au nord. Des barrages ont été levés à certains endroits ainsi que des tirs entendus par des témoins. Devant leurs revendications justifiées selon le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, promet des satisfactions. Il y avait deux grandes préoccupations. Un groupe de militaires, ils sont 575 qui ont été recrutés, qui ont été intégrés dans l'armée en 2011 et ils demandaient la prise en compte de leur solde, des arrivées de solde à compter de 2009. La réponse, elle est positive. En fin novembre, ils auront
une moitié, en fin décembre, ils auront l'autre moitié. L'autre groupe, le plus important, qui sont les caporaux, ils sont 8400, qui demandaient leur prise en compte que leur solde, les arrivées de solde, court à compter de 2009. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir avec eux les modalités pour l'exécution. Ces deux groupes revendiquaient aussi de meilleures conditions de vie et une amélioration du travail. Ils auront aussi des contrats de logement à partir de janvier 2015. Cette révolte, c'est bien passé puisqu'il y a eu plus de peur que de mal. On a créé une paralysie totale de l'ensemble du pays. Ça n'a pas été le cas, c'était une partie de l'armée. Et ce qu'il faut noter, c'est que si on a pu trouver des pistes de solutions rapidement, c'est parce que ce dossier était à l'étude. Les revendications des militaires mécontents étaient connues et étaient à l'étude. C'est des milliards, ça part de 5 milliards à 40 milliards selon la pertinence ou non des revendications formulées. Les revendications militaires interviennent à 1 an des élections présidentielles. Le climat politique déjà tendu dans le pays exige des mesures de décrispation. En satisfaisant les revendications des militaires, le président Ouattara entend apaiser et stabiliser la Côte d'Ivoire et ainsi baliser la voie pour sa réélection que ses partisans espèrent déjà acquise. Le Congo accueille depuis ce mardi la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, concept mondial créé aux États-Unis en 2008 et repris dans plusieurs pays. Cet événement a pour objectif principal de mobiliser les jeunes du monde entier dans l'optique de voir émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Voyez ce reportage de Prince Bafoulou, notre correspondant au Congo. En République du Congo, la formation des employés dans les entreprises intéresse de plus en plus les chefs d'entreprise. Recruter les profils qui correspondent aux besoins de l'entreprise, recycler et former continuellement son personnel sont des conditions qui s'imposent pour estimer garder le cap dans un environnement de plus en plus concurrentiel. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se tient à Brazzaville, est une occasion pour les promoteurs de mesurer l'impact de la formation. Ce mardi, experts et chefs d'entreprise ont débattu sur le thème « La formation comme levier de développement des jeunes entreprises ». Nous constatons malheureusement que nous évoluons dans un environnement où la formation en fait n'est pas encore perçue comme étant un élément qui peut contribuer à la stratégie de l'entreprise. Si la question de la formation en entreprise reste une préoccupation, celle des cursus universitaires est aussi importante. L'inadéquation formation-emploi pose un problème pour la compétitivité des entreprises. Sortis des universités, certains étudiants ne correspondent toujours pas au profil recherché sur le marché de l'emploi. Il faut investir dans la formation. La formation, c'est quelque chose de très important si on veut obtenir des résultats probants. Le Congo encourage actuellement l'initiative privée et souhaite attirer les investisseurs. Avec environ 6,8% de prévision de croissance pour 2015, la République du Congo se veut une destination sûre pour l'investissement. Mais malgré la volonté de l'État d'assainir le climat, l'environnement des affaires, encore peu rassurant, constitue toujours un frein à l'investissement. Et cette semaine, avec tous les thèmes que nous sommes en train de débattre, nous donne à nous, secteur privé, une certaine armure pour essayer d'aller de l'avant. Longtemps tourné vers la fonction publique, le Congo connaît depuis quelques années une montée considérable de l'initiative privée. Un secteur qui ne saurait devenir fiable sans la formation de ses acteurs. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre prochains. Placé sous le thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement », l'événement mettra un accent particulier sur la jeunesse de l'espace francophone. Birama Saonera. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra à Dakar, au Sénégal, les 29 et 30 novembre prochains. Pour cette édition, les jeunes seront à l'honneur grâce au thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Ainsi, la jeunesse africaine consciente de son rôle et de son impact dans la marche de la francophonie se mobilise. Objectif, réclamer des initiatives concrètes pour répondre aux défis sociaux, économiques et politiques en faveur de jeunes au sein de l'OIF. Le 15e sommet de la francophonie est un sommet visible, un sommet qui suscite beaucoup d'espoir chez les jeunes sénégalais, les jeunes africains, les jeunes de l'espace francophone de manière générale. Je pense qu'on doit aller au-delà des discours,
avoir des actions concrètes et suivies pour faire de la question de l'emploi des jeunes la question centrale même du développement de nos États. La jeunesse représente 60% de la population dans l'espace francophone. Aujourd'hui, la prise en compte des besoins de cette jeunesse est plus que nécessaire pour le développement de l'organisation transcontinentale ayant en partage la langue française et certaines valeurs universelles. Les pays africains en croissance forte sont des pays anglophones, donc les pays francophones les suivent un peu. Les modèles aujourd'hui au niveau culturel, musical, etc. se tournent vers l'Afrique anglophone. Donc quelque part, c'est vrai que les pays anglophones et les jeunesses anglophones prennent le lead sur beaucoup de choses et puis embarquent avec elles les jeunesses francophones qui s'y retrouvent. Ce sommet de la francophonie regroupera des délégations de 77 pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, des représentants des organisations internationales, des acteurs économiques, culturels et sociaux sont également attendus dans le cadre de cette manifestation. Une rencontre au cours de laquelle sera désigné le prochain secrétaire général de l'OIF en remplacement de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. C'est officiel depuis plus d'une semaine après la défection du Maroc en tant que pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. C'est la Guinée équatoriale qui a été choisie pour abriter la compétition du 17 janvier au 8 février 2015. Et pour les autorités du pays, il s'agit avant tout d'un acte de panafricanisme. Explication avec Ibrahima Ndiaye. Après les refus de certains pays, dont l'Angola, d'accueillir la compétition, la Confédération africaine de football a finalement confié l'organisation de l'événement à la Guinée équatoriale. La confiance de la Confédération africaine de football d'attribuer la plus haute compétition africaine à la Guinée équatoriale démontre la qualité des infrastructures de ce pays et son savoir-faire quant à l'organisation de grandes compétitions. C'est toujours la même histoire. Les gens qui, dans d'autres cieux, considèrent cet événement comme naturel, mais quand il s'agit de notre continent, on révèle une autre cliché. Pourquoi la Guinée équatoriale ne peut pas accueillir la CAN? Et pourquoi le Qatar ne peut pas accueillir la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a une raison, en parlant de sport, qu'on mélange des aspects politiques ou des politiciens? Je crois que ce n'est pas juste cette manière de juger l'Afrique. Il faut qu'on commence à nous respecter. Nous demandons seulement la justice. La Guinée équatoriale a déjà co-organisé la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2012 avec le Gabon. Toute critique quant à son choix d'abriter la CAN 2015 est, selon les autorités équato-guinéennes, injustifiée. Le Qatar va organiser la Coupe du Monde et l'organisation de la Confédération africaine de football a demandé à l'Afrique, à la Guinée équatoriale, d'organiser la CAN. Ce sont les deux situations que vous-même, vous pouvez en juger. Nous sommes un pays démocratique, avec des partis politiques. Aujourd'hui, il est en train de célébrer une réunion de concertation nationale avec tous les leaders politiques du pays, ceux qui étaient à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur, pour configurer un nouveau scénario de la démocratie équato-guinéenne. Donc notre démocratie, c'est en marche. Nous ne voulons pas en quoi on peut nous en juger, ceux qui ne font pas à d'autres, ils ne sont pas dans le même chemin. La CAN 2015 est prévue du 17 janvier au 8 février. Un soulagement pour la Confédération africaine de football après la défection du Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.